Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui une nouvelle rencontre dans le cadre des interviews que j'ai mis en place depuis 2018. Ces interviews dont le titre, si je puis dire, s'appelle What Drives Her en anglais, c'est-à-dire qu'est-ce qui la motive. Donc, une rencontre de femme à femme. L'idée étant que des parcours singuliers de femmes puissent motiver et ressourcer d'autres parcours singuliers de femmes avec une idée de partage et de solidarité, sachant que tout autant que l'on soit, on peut motiver par moment d'autres personnes et on peut aussi avoir besoin d'être motivé de temps en temps parce que c'est pas toujours forcément simple, que ce soit dans un parcours personnel et ou dans un parcours professionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Mariam. Est-ce que je prononce bien ton prénom? Oui, oui, Voilà, tout à fait. super. Mariam Caillon. Donc Mariam, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet. Et donc, ce dont je me rappelle, quand toutes les deux on a préparé un petit peu ce projet, il y a deux mots qui ressortaient vraiment. C'était les mots reconstruction et émotion. Et si j'ai bien compris, tu vas nous parler aujourd'hui un peu de ce que tu fais, de ton parcours professionnel autour de ces deux notions de reconstruction et d'émotion. Donc, si tu veux bien peut-être commencer et nous parler de ce que tu fais. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de cette idée, en fait, de cette belle initiative de rencontre de femme à femme. Je trouve ça extraordinairement puissant. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu souhaites, en fait, que je te dise? Est-ce que tu souhaites que je t'explique mon activité, ce que je fais, comment j'y suis arrivée? En premier lieu, qu'est-ce que tu voudrais? Mais je crois que ce qui pourrait être intéressant pour les autres femmes qui nous écoutent, c'est justement comment tu fais, comment tu raccroches ton travail autour de cette reconstruction et la prise en compte des émotions et pourquoi, peut-être, pourquoi tu as euh, finalement, tu as choisi ces deux axes de travail. Et peut-être nous Ouais. dire si tu travailles plus avec des femmes ou avec des femmes ou des hommes, éventuellement. Alors, c'est intéressant que tu poses cette question parce que je suis en train de développer en parallèle un nouveau projet justement de femme à femme connectée où on aborde la notion du féminin sacré, de la Mm. sensualité, en fait, de s'ouvrir au recevoir, accueillir, etc., etc. Donc, c'est encore un travail extrêmement puissant du côté de la reconstruction émotionnelle. Donc ça, c'est mon deuxième projet là, que je suis en train de développer. C'est assez récent et enfin, ça vibre très, très fort en moi. Donc, je suis très contente. Donc, Euh, je t'interromps juste une fraction de seconde. Si par hasard il y a des femmes qui nous écoutent et que les mots que tu viens de prononcer leur fait dire que peut-être que ça pourrait les tenter de faire un travail autour de soi, de se donner la liberté de te contacter après et on donnera toutes les références après. oui, avec plaisir, bien sûr, j'écouterai avec bonheur et j'accueillerai avec cœur. Alors, pour quelle raison la reconstruction et l'émotion? C'est en fait assez simple au final, c'est parce que j'ai dû passer par là. Hmm. Ça fait écho à mon parcours personnel. En fait, moi, je suis une adoptée. Et je suis également chanteuse, donc hypersensible, artiste, voilà. Et il y a un moment donné dans mon parcours où moi, il me manquait profondément des étapes pour la construction identitaire, donc savoir qui j'étais, puisque c'était Mhm. un petit peu trouble par rapport à mon histoire personnelle. Je Mhm. souffrais d'une grande blessure de l'abandon qui littéralement, pour être très honnête, qui me pourrissait la vie Mhm. parce que c'était tout le temps, en permanence, dans tous les aspects de ma vie, en fait, que ce soit au boulot, en amitié, en amour. Enfin, voilà, c'était très compliqué pour moi de vivre avec cette blessure. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, mais c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, à un moment donné, à travailler tout ça, à travailler la reconstruction. Et je suis passée par le biais des émotions. Et je me suis rendu compte, en fait, de la force et de la puissance des émotions quand on commence à les accueillir et à les aimer.
Mhm, mhm. Et donc, ton travail, c'est intéressant, il y a deux choses dans ce que j'entends qui peuvent peut-être faire écho, oui, écho pour d'autres femmes. C'est-à-dire quand il y a un événement euh, très tôt dans la petite enfance qui est puissant, comme par exemple l'abandon que tu as vécu et puis l'adoption, c'est quelque chose qui colore un petit peu tout le reste de la vie ou des émotions. Et ça fait un peu comme quand je t'écoutais, je ne sais pas pourquoi, je voyais une espèce de comme une tornade, enfin, que tout le reste semble graviter autour de soi et que autour de ça, et que cet événement, non pas premier, mais important, euh, oui, teinte en fait les autres émotions et les autres événements et la construction de la vie que l'on peut faire. Donc ça, que ce soit une adoption ou peut-être que des gens aient vécu d'autres choses autour d'un traumatisme ou d'un d'abandon ou autre, se rendre compte qu'effectivement, comme tu dis, prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire regarder en face la réalité de ce que l'on construit et voir quels sont les liens éventuellement avec un événement majeur comme ça, peut entraîner. Mais c'est complètement ça, en fait. Toute ma vie, sans m'en rendre compte, était construite autour de cette blessure. Et tous mes comportements étaient dictés par cette blessure parce que bah, voilà, c'était ma blessure initiale. Enfin, voilà, j'avais cette blessure en moi. Et effectivement, tous mes comportements, toutes mes stratégies que j'avais mises en place pour X ou Y raison, d'ailleurs, pour aller chercher l'amour ou quoi que ce soit, était toujours orienté, un petit peu filtré par cette blessure, quoi. Je ne voyais qu'à travers cette blessure. Et donc, bah voilà, je n'obtenais pas ce que je voulais dans la vie, j'étais pas heureuse, j'avais pas les relations que je voulais avoir, je n'avais pas les amitiés que je voulais avoir. Enfin, voilà, donc tout ça, ça m'a demandé du temps, du travail. Je me suis fait accompagner moi aussi. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur parce que je trouve que c'est tellement merveilleux quand on arrive à s'en libérer, quand on commence à la nettoyer, quand on commence à l'aimer, sa blessure. Alors là, je trouve que c'est C'est le top. pompon, ouais, Ouais. parce que bah voilà, je crois on a une tendance, surtout les femmes d'ailleurs, à se flageller, à ne pas s'aimer, à se demander quand même, à se mettre des standards, high standard, toujours un peu trop haut. Et quand on fait la paix, quand on commence à faire la paix avec soi pour de vrai et que on apprend à aimer, quoi, à dire, bah oui, voilà, c'est là et c'est pas forcément moche, c'est au contraire même, ça fait partie de moi, c'est comme ça fait partie de mes failles. Là, je me dis, ouais. C'est-à-dire de lâcher un peu. C'est vrai que chez les femmes, il y a une culpabilité. Je crois que beaucoup d'entre nous, voire toutes, je n'aime pas parce qu'il n'y a pas de 100% dans l'humain, je ne pense pas, mais tellement, tellement, tellement d'entre nous portons un énorme sac comme ça où il y a marqué culpabilité en gros dessus et souvent honte quand on a traversé des choses qui nous ont été imposées, où on n'a pas eu le contrôle qui est de l'ordre d'un traumatisme. Ouais. Voilà, il y a cette notion de honte et ça se réfère complètement à ce que tu dis. Après, on se juge en fonction de ça, culpabilité, honte, et voilà. Et quand on arrive à faire la paix, c'est le bonheur. Oui, Ça oui. calme beaucoup. Oui, mais c'est tellement, enfin, ça va au-delà du bonheur, en tout cas pour moi. Je crois que déjà, il n'y a pas de mots qui puissent décrire parce que ça a été une telle souffrance dans ma vie que quand on arrive à s'en libérer, on se dit déjà, mais dans un premier temps, mais c'est possible. Et puis, Oui. dans un second temps, oh mon Dieu, en fait, la vie est légère, quoi. Enfin, waouh! Et d'un coup, bah, ça reprend ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois de la neige et tu as presque les larmes aux yeux parce que tu es heureuse, parce que tu te dis, ah, c'est trop beau. Et je suis là avec mon thé et mes huiles essentielles et je suis trop contente. Et ben, voilà, d'un coup, la vie, elle prend une toute autre couleur. Voilà. Quand on ne voit plus la vie à travers son prisme de la blessure, voilà, la vie redevient colorée de bien d'autres façons. Il y a une chose que tu as dit qui me paraît massivement importante et peut-être aussi à souligner par rapport à des personnes qui pourraient écouter, c'est quand tu as dit bah, finalement c'est possible. Oui.
parce que moi, j'ai cru que ça ne serait jamais possible. Avant d'en arriver là, je pensais que quelque part que j'étais condamnée. J'étais Mhm. condamnée à vivre à travers cette blessure toute ma vie, que j'avais reçu cette blessure en héritage et que bah voilà, ça serait ma croix, mon fardeau à porter, comme tu as dit tout à l'heure, un espèce de sac qu'on se traîne sur le dos avec tout un tas d'autres enfin, événements où on aura associé des émotions, etc. Et je me traînais un espèce de sac qui pesait 3 tonnes. Et oui, il y a un jour où on comprend qu'on peut le lâcher, ce fameux sac. Il y a un jour où on comprend que ça devient possible. Et je crois que c'est là, à partir du moment où on comprend que ça devient possible, que finalement le plus gros du chemin est fait, en fait. Mhm. À mon sens, à moi, c'est ma croyance. Et dans un instant, je te demanderai voilà, d'expliquer comment tu travailles avec tes clients, si tu les appelles Oui, comme ça. oui, Et juste avant, je voudrais peut-être aussi passer le message et savoir ce que tu en penses toi aussi, de quand on arrive à ce moment où on se dit c'est possible, c'est-à-dire qu'on a réussi à toucher du doigt et à se connecter avec quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, en fait. mm, Et peut-être réaliser que c'est pas un bouton, c'est pas un switch off, on-off comme ça, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que oui, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est rapide forcément, ça ne veut pas dire que c'est non plus quelque chose qui est forcément toujours confortable comme processus, mais en tout cas, il y a un processus qui se met en place, que c'est possible. Et vraiment, c'est un des messages peut-être à mettre en avant. C'est possible, les filles, et on y arrive tranquillement petit à petit. complètement. C'est un processus qui prend le temps dont on a besoin. Donc pour certaines, ça prend du temps, beaucoup de temps. Pour d'autres, ça va vite. Moi, j'ai une petite tendance à être très déterminée, j'ai un petit caractère de lionne, donc j'aime que ça bouge, que ce soit efficace, qu'on soit dans le mouvement. Donc moi, j'avais besoin que ce soit un peu intense quelque part, parce que cette blessure avait été intense, donc mon chemin a été intense. J'avais besoin de ça, enfin, on en parlera après du coup, mais j'ai Mhm. des personnes qui prennent plus de temps et qui ont besoin de plus de temps. Et ça, c'est tout à fait OK aussi. En fait, il y a encore une fois aucun jugement à porter. Chacun et chacune fait comme il peut avec ce qu'il a et en fonction des outils qu'il va trouver sur son chemin et des mains qui vont se tendre. Et ça, pour moi, c'est très, très fort aussi parce que euh, certaines personnes qui m'ont accompagnée, j'ai trouvé extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, moi, je fais ce métier-là. Je suis toujours chanteuse aussi à côté, mais j'ai aussi envie de leur rendre hommage. Et particulièrement une femme qui m'a accompagnée, qui m'a laissé une très belle trace, qui m'a regardée avec un profond regard d'amour, de douceur. Et c'est aussi grâce à elle, moi, que je m'en suis sortie. Donc, je, chacun son chemin, chacun au moment où on se sent prêt. Enfin, voilà, il y a pas un chemin qui se ressemble. C'est, comme tu l'as dit, un vrai processus. Et puis, il y a des moments où, franchement, on va pas se mentir, c'est down. Il y a des moments où c'est pas rigolo du tout. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Moi, je me souviens m'être dit des fois, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je pensais que ça allait aller mieux. Puis, en fait, oh mon Dieu, quoi. Et en fait, bah non, ça fait partie du processus. Chaque étape qui précède le changement est toujours un peu inconfortable. Alors pareil, j'aime pas trop faire des généralités, mais enfin quand même, ça s'observe dans 90% des cas. Ouais. Avant le changement, il y a quand même une petite phase où c'est très inconfortable parce qu'on est face à l'inconnu, on est face à tout un tas de choses qui font, bah voilà, c'est pas agréable. Mais c'est pareil, c'est pas parce que c'est pas agréable que c'est pas bon pour nous pour autant. C'est On pourrait même presque dire que on sait qu'on bouge quand on sent que ça bouge. Et quand quand on on le sent sent, qu'on entre en résistance, quand on voilà. commence à être pas bien, quand Voilà. tout à fait. On sait que là, Et il y a là, on quelque se chose. dit, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux, c'est whatever, mais il y a un truc qui se passe. Et c'est bien Ouais, l'objectif. Mm. c'est ça. Alors, bah, avec tout ça, les émotions dans l'accompagnement que tu fais avec les gens, alors, comment est-ce que tu intègres ça? Comment tu les travailles peut-être? Eh ben, les émotions, comme je te disais, en fait, j'ai compris qu'on pouvait les aimer.
Et notamment, c'est super qu'on rebondisse là-dessus parce que je me suis rendu compte que quand c'était désagréable, moi, j'avais eu tendance à associer que parce que c'était désagréable, c'était mauvais pour moi. Donc, j'allais vers des choses qui allaient conforter, qui allaient être agréables à vivre et ressentir. Mais bon, c'est comme je dis aux personnes que j'accompagne, en fait, le chocolat, c'est hyper agréable à manger. En grande quantité, c'est pas bon pour nous. Voilà. Alors que par contre, des légumes ou, je sais pas, moi je dirais des endives, pour certains, c'est pas très agréable à manger. En revanche, pour le foie, c'est extrêmement bon. Enfin, voilà. Donc, j'avais vraiment besoin d'apprendre à dissocier entre l'agréable et le bon pour soi. Et les émotions, c'est pareil en fait. Il y a des émotions qui sont très désagréables à ressentir. J'en pense notamment une en particulier qui est la colère parce que c'était une émotion avec laquelle je vivais beaucoup, notamment dû au fait de ma blessure d'abandon. Et j'ai été constamment en colère, mais en fait, la colère est très utile, elle sert à beaucoup de choses. Et à partir du moment où on comprend que l'émotion est une véritable alliée, qu'elle trompe jamais, euh, ben voilà, c'est gagné. Et c'est pour ça que j'ai compris en fait que les êtres humains ont tendance à fuir un petit peu leurs émotions, surtout quand elles sont désagréables et dérangeantes. Mais en fait, c'est nos meilleurs alliés, ce sont nos meilleurs amis, parce qu'une émotion ne ment jamais. Quand on ressent de la colère, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui a provoqué cette émotion. On ne ressent pas de la colère comme ça en se levant d'un coup. Donc, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on devient copain avec les émotions qu'on comprend, et ben c'est pareil, il y a une bonne partie du chemin qui est faite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi d'intégrer en permanence les émotions, d'essayer de donner l'habitude de transmettre à, à mes clientes que quand elles ressentent des émotions, pareil, pas besoin de culpabiliser, pas besoin d'essayer de faire la guerre. En fait, l'émotion, elle est là, elle est juste et c'est important de l'écouter. C'est intéressant ce que tu dis et si je peux passer juste un petit moment parce que je pense que dans les gens qui écouteront, qui t'écouteront, c'est vraiment quelque chose, il me semble, à garder en tête. C'est-à-dire qu'on vit dans des cultures, hein, de ces sociétés soi-disant avancées, où on fonctionne de là-haut, c'est-à-dire on justifie, on juge, et c'est très bien, hein, justifier et juger, ça permet de planifier des choses, et c'est très bien. Mais quand on travaille sur soi-même et sur la compréhension d'un processus, quand il y a des blocages, par exemple, quand on ne comprend pas pourquoi il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, euh, réaliser que, comme tu dis, les émotions et les émotions avec des signatures corporelles, euh, elles sont juste, elles sont là. Qu'on les nie ou qu'on ne les nie pas, elles sont là. Et si on les rencontre, on va pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire, on va pouvoir lui permettre d'éclore et de trouver un autre positionnement en nous. Si on les bloque et qu'on ne veut pas les voir, ben là, ça va peut-être se traduire par d'autres signatures corporelles un petit peu plus importantes et que rire, c'est normal et que pleurer, c'est normal et que d'être en colère, ça a des justifications. On n'est pas, comme tu disais, on ne se lève pas en colère pour aucune raison. On se lève en colère parce qu'il y a quelque chose qui est un peu violenté chez nous. Il y a une frontière qui n'est pas respectée. Donc on est en colère parce qu'on se protège, tout simplement. Par exemple, la colère a plusieurs significations. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans les émotions, c'est qu'elles ont une signification. Et que le jour où on comprend qu'elles nous délivrent un message et qu'elles ont une signification, mais à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé, généralement, l'émotion même s'en va, quitte notre corps, puisqu'en fait, le message a été délivré et entendu. Donc, c'est bien pire quand on l'écoute pas, finalement, l'émotion. Parce qu'elle va trouver un autre moyen de se frayer un chemin dans le corps. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et je me dis que voilà, si là, il y a quelqu'un qui nous écoute et que ça fera tilt dans la tête de quelqu'un, je me dirais, yes, c'est gagné. Parce que c'est fondamental, quoi. Si on était tous conscients et conscientes de ça, mais Donc la normalisation des émotions, même celles qui ne sont pas agréables, tout comme celles qui surtout sont agréables. celles qui ne Voilà, sont j'allais pas dire agréables. surtout. Voilà.
La Et- colère, enfin, on l'aime pas. Quelqu'un qui est en colère, oh non, on n'y va pas. On cherche à s'en protéger, alors que, et pour quelle raison on ne se protège pas de quelqu'un qui rit et du bonheur? Parce que c'est agréable, mais quelqu'un qui est en colère, c'est pareil, on a des choses à comprendre quand on a quelqu'un en face également qui est en colère. Et enfin voilà, moi je et est-ce plaide pour les émotions. Oui, 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 absolument, absolument. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples d'approches de travail que tu utilises pour un travail autour de cette reconstruction parce que c'est un travail de coaching que tu fais, Ouais. hein, voilà. Alors, à la base, moi, je suis hypnothérapeute. Donc, au départ, je faisais vraiment des séances isolées et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Et donc, j'ai commencé à me dire, OK, de quoi, euh, de quoi la personne que j'accompagne aurait-elle le plus besoin? Comment je peux être plus efficace encore? Et je me suis rendu compte que en une séance, c'était compliqué parce qu'on allait juste travailler un bout de l'histoire et souvent la partie immergée de l'iceberg. Et moi, j'avais envie de traiter l'iceberg en fait. Et on sait bien que l'iceberg, bah, les racines sont un peu plus profondes et souvent, quand on regarde sous l'eau, bah, il y en a beaucoup plus. Et donc, j'ai vraiment mis en place une méthode d'accompagnement qui est basée sur trois axes. En fait, moi, j'appelle ça l'analyse systémique personnalisée. Donc, c'est vraiment en premier lieu, le premier axe, tout ce qui va faire que la personne est telle qu'elle à l'instant T où on se parle. Donc, toutes les interactions avec la famille, les amis, etc. Les faits majeurs qui se sont produits dans la vie de la personne que j'accompagne. Et puis, tout doucement, on va tisser une toile. On va commencer à connecter les choses les unes avec les autres. Et puis dans la deuxième partie, bah, du coup, on va commencer à faire la paix, on va en parler, on va nettoyer, on va rendre des responsabilités s'il y a des responsabilités à rendre, etc. Et puis surtout, on va aborder l'aspect communicatif, c'est-à-dire la communication avec soi et la communication tournée vers l'extérieur. Et dans la troisième partie, généralement, ce que je fais, c'est que quand j'ai observé qu'il y avait des rêves et des envies qui avaient été refoulées, et ben, j'accompagne la personne à vivre ses rêves. Et souvent, ce sont des rêves d'enfants en plus. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que on se brime tout seul, dans le sens où il y a plein de choses qui sont largement faisables et abordables et qu'il suffit simplement de, voilà, de mettre le premier pied voilà, à l'étrier et pouf, le reste il suit. Et, donc ça, c'est un peu la structure. Après, les outils que j'utilise, j'en utilise plein. J'utilise la PNL pour les croyances limitantes, c'est extrêmement puissant. L'hypnose également, l'hypnose ericksonienne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le livret des émotions. Donc en fait, j'encourage la personne à toujours poser un mot sur ce qu'elle ressent et surtout choisir l'émotion. Donc, elle arrive avec un livret et on choisit ensemble les émotions qui correspondent le plus à ce qu'elle ressente. Et ensemble, on va réécrire des scènes, on va rechanger en fait la perception, la vision des choses, comment ça a été vécu, perçu, et puis peut-être d'une manière plus factuelle. Voilà. Mhm. C'est super intéressant. Donc, en fait, il y a ces trois phases et puis tu as une approche relativement, j'allais dire, flexible, je ne sais pas quel mot il faudrait, ou éclectique, c'est-à-dire que tu as différentes, tu as la PNL, tu as l'hypnose, tu as plusieurs, tu as le coaching avec la définition des objectifs, plusieurs éléments, plusieurs approches que tu vas offrir en fonction de là où est la personne à un moment T. Mhm. C'est ça. Là où elle a envie d'aller, en fait, en fonction de l'endroit où elle a envie d'aller, on va prendre son chemin à elle. Mhm, mhm. Et qu'est-ce que donc ce parcours qui a commencé par une histoire personnelle et qui s'est développé dans une partie de ton activité professionnelle, euh, qu'est-ce que tu dirais qui ont été les ressources que tu as pu glaner en chemin pour t'arriver, pour t'aider ou pour t'aider à parvenir à développer ce travail autour de qui est lié à ton histoire personnelle à toi, d'en faire une chose professionnelle avec le plaisir que tu en as puisque ça reflète un peu ton parcours à toi. Ouais, déjà, j'adore ce que je fais. Je crois que c'est important. Enfin, je ne sais pas faire un métier qui ne me plaît pas déjà. Mhm. Je suis une personne passionnée, donc je travaille avec passion, avec cœur, et dès lors que le cœur n'y est pas, généralement je fais pas parce que je suis pas très douée non plus. Du coup, je suis pas très bonne. Euh,
qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Moi, je voulais pas en faire mon métier. J'avais jamais pensé que j'en ferais mon métier. Mais alors, Mhm. jamais, jamais, jamais. Euh, Après, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Bah, c'est les rencontres. C'est les points de rencontre entre le fait que moi, j'en pouvais plus, que j'avais besoin de changer. De toute façon, je me disais, si je ne fais rien, je ne vais pas vivre longtemps. J'étais Mhm. tellement malheureuse que je me disais, si c'est ça la vie, j'avais 25 ans et je me disais, mais j'arriverai jamais à 80, quoi. Enfin, ce sera trop compliqué, je vais être épuisée avant. Donc je me disais, il faut absolument que je fasse quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Et il se trouve qu'après, j'ai vu une annonce passer sur Facebook. À ce moment-là, j'étais à Londres. Mhm. J'avais déménagé et j'ai vu sur une page Facebook dédiée à la communauté française quelqu'un qui poste une annonce et qui faisait de l'hypnose. Et en fait, je me suis dit, bon, perdu pour perdu, au point où t'en es, vas-y, tu verras bien. Et en fait, ça a bouleversé ma vie. Cette personne Mhm. a, au moment où je l'ai rencontré, était la bonne personne pour moi. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Après, j'ai découvert tout l'univers du développement personnel. Donc là, je me suis dit, ouh, trop bien. Donc j'ai commencé à gratter, chercher, regarder des vidéos, lire des livres, enfin, et puis me poser tout un tas de questions. Et puis moi, j'enchaînais mes séances parce que voilà, j'aime le travail intense, donc je lâchais rien. Et j'étais passionnée, mais encore une fois, pas dans l'optique d'en faire mon métier. C'était juste, je me disais, mais mon Dieu, c'est un monde parallèle qui s'ouvre, quoi. C'est un univers entier. Et je me disais, mais comment je suis passée à côté autant de temps? Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Et c'était un peu la synthèse de qui j'étais et de ce que j'aimais aussi. Donc je me disais, ah, trop bien. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, par la force des choses, je me suis rendu compte que j'impactais aussi tout autour de moi et qu'on a commencé à me demander, mais est-ce que tu fais des séances? Combien tu prends pour la séance? Est-ce qu'il y a un cabinet? Et c'est là que moi, j'ai commencé à me dire, ah, mais ok, d'accord, mais encore là, je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Donc, j'avais un peu laissé de côté. Et puis, j'ai commencé à faire des séances comme ça. Puis après, je me suis dit, bon, allez, fais ça correctement. Tu te formes, tu te certifies, tu fais ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, mais c'était plus pour mes amis, mes proches, voilà, le cercle proche, on va dire, les gens que je croisais dans ma vie, comme ça, avec plaisir. Et puis après, je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas? Mhm. Et puis voilà, et puis après, j'ai eu mon cabinet à Londres, et puis voilà, et puis c'était parti. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, c'est comme s'il y avait eu, dis-moi si je me trompe, mais peut-être si ça fait écho pour des personnes qui écoutent. C'est-à-dire que tu étais dans à un moment de ta vie où il y avait comme une impossibilité de vivre, ou en tout cas tu avais, si je ne me trompe pas, euh, tu étais consciente du fait que tu ne pouvais plus continuer comme ça ne pourrait pas durer plus longtemps. Donc c'est un endroit, je ne sais pas si on peut appeler ça de la dépression. Moi, je ne suis pas apte à faire poser des diagnostics, mais en tout cas, c'était un lieu où il n'y avait plus beaucoup d'espoir, me semble-t-il, peut-être, où il y avait des limitations majeures qui étaient perçues pour pouvoir être. Je suis pas sûre que c'était une dépression. Mhm. Euh, C'était une douleur trop grande. Parce que, en fait, j'étais pas vraiment dans un état dépressif, dans le sens où, enfin, voilà, j'arrivais à faire des projets. Je crois que quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui est coincé dans son présent, qui n'arrive plus à se projeter, qui ne voit que le passé, qui regarde en permanence en arrière et qui n'est plus capable de se projeter, d'avoir une lueur d'espoir dans un avenir, dans un futur proche. C'était pas tout à fait mon cas, parce que moi, je me disais juste, oh, je vais pas y arriver longtemps. Donc, j'avais conscience que je pouvais encore, mais la douleur était trop intense en fait. C'est vraiment ça, moi, qui m'a fait switcher. C'est qu'à un moment donné, c'est la douleur qui était plus supportable. C'est plus Mhm. supportable de pouvoir vivre avec cette blessure. Ça faisait trop mal en fait. Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, avec cet état des lieux que tu avais fait, si on peut dire ça comme ça, tu as trouvé l'énergie pour réagir à un poste que tu as vu, une main qui était tendue, d'où la grande importance de tendre la main, non pas de prendre celle de l'autre, mais de tendre la sienne. Et donc là, tu l'as attrapée. Et à partir de là, avec la personnalité que tu as été à fond, à fond, à fond, tu as creusé. C'est Et ça. du coup, il y a eu comment on dit en français, ça a radié, on dit, ça a eu des effets sur les gens autour de toi qui ont vu. Complètement. Voilà. Complètement. Mais ça, c'était vraiment le truc inattendu. Et c'est d'ailleurs ça qui est très intéressant, c'est
quand on fait son boulot, enfin, quand on commence à se poser les bonnes questions, on commence à se regarder un petit peu dans la glace, dans le miroir, on regarde ses blessures, on se regarde avec un regard différent. Ce qui est très étonnant, c'est le rayonnement que ça a et à quel point, en fait, ça impacte les autres. Et ça, c'est le truc où moi, je ne savais pas du tout. Encore une fois, ma démarche a été purement égoïste de me dire, je veux aller mieux, en fait. C'était juste ça, c'était l'urgence absolue. Si on m'avait dit le jour où j'ai répondu à ce poste que 5 ans plus tard, ça serait mon métier, mais pas du tout, quoi. Enfin, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Enfin, c'était complètement hors de propos et inenvisageable. Et c'est parce que, justement, j'ai vu que ça rayonnait sur les autres que je me suis dit, mais attends, mais c'est tellement bien que, attends, il faut qu'il y en ait d'autres qui découvrent. Enfin, on ne peut pas rester avec un truc aussi merveilleux dans les mains et ne pas en faire profiter les autres. En fait, ça n'a aucun sens. Enfin, et puis, je crois profondément que on n'est rien sans les autres. Donc, ça, c'est ma croyance. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose peut-être sur lequel on peut passer juste un petit moment. Le fait que on a cette croyance que s'occuper de soi, surtout chez les femmes, parce qu'on porte la culpabilité, on porte la honte. Je fais des généralités, mais c'est tellement présent que je crois qu'on peut le verbaliser, que le fait de s'occuper de soi-même est souvent considéré comme un acte égoïste. Alors que quand on commence à travailler sur soi-même avec les autres dans ce type de profession, et qu'on a travaillé et qu'on continue potentiellement de travailler sur soi-même, on se rend compte qu'on ne peut pas être en relation réelle avec les autres tant qu'on n'est pas en relation claire et aimante et respectante avec soi-même. Donc en fait, c'est la première marche de l'escalier. C'est ça. Je n'en étais pas consciente. À ce moment-là, voilà. Maintenant, aujourd'hui, clairement, oui. Aujourd'hui, je pense que c'est un leurre de penser qu'on peut aimer l'autre correctement si on ne s'aime pas soi correctement. Je crois que c'est tout simplement antinomique, quoi. Ça ne fonctionne pas. Euh, Ça, c'est ma croyance. Ça ne veut pas dire que c'est facile de s'aimer, ça ne veut pas dire qu'on on s'aime tout le temps à fond, ça ne veut pas dire non plus qu'on est narcissique pour autant. Pour moi, s'aimer, c'est comme j'ai essayé de l'expliquer un peu au début, c'est apprendre à aimer ses blessures, apprendre à s'aimer tel qu'on est, dans notre imperfection surtout. Toujours vouloir être parfaite, à toujours devoir tout bien faire correctement. Non, moi, j'abandonne. De toute façon, j'y arriverai jamais. Donc ça, j'ai fait la paix avec lui aussi. Euh, Ce qui compte, c'est, je crois, être bien dans ses baskets, bien dans ses pompes et accepter l'idée que bah, on est tel qu'on est, on est ce qu'on est et c'est OK. Voilà, ça, Oui, c'est OK. oui, Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on est capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est OK. oui, Dans oui, ses oui, imperfections, dans tout. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment la définition de faire la paix. absolument. Et je pense qu'en plus de l'histoire personnelle que l'on peut porter, qui est plus ou moins facile selon chacune, il y a aussi, je ne dis pas que ça n'existe pas chez les hommes du tout, mais là on est là pour parler des femmes, il y a aussi un message et une image qui nous est renvoyée euh, à toutes le spectre de l'art vraiment s'agrandit de plus en plus sur quel doit être le corps d'une femme, quel doit être le comportement d'une femme. Voilà, toutes les représentations sociales, ça c'est un petit peu un de mes dadas, mais c'est vrai que c'est une couche supplémentaire par rapport à un vécu personnel qui est ce qu'il est, quel qu'il soit. Il y a de toute façon cette couche-là, des pubs, des médias sociaux, etc., qui il est plein C'est ça. d'injonctions contradictoires d'ailleurs. Et le fait de pouvoir se dépouiller un petit peu de tout ça et voir exactement la personne que l'on peut être sans jugement, tout simplement, voilà, non, je ne suis pas parfaite, heureusement, sinon je serais un robot, et d'accepter cette imperfection qui est le propre de l'être humain avec respect. Et voilà. Ça, c'est tout comme tu le disais, c'est tout un processus et c'est la première étape avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Et c'était intéressant quand tu dis, les gens venaient vers moi et me disaient, mais alors, est-ce que tu travailles? Est-ce que c'est ton job? J'aimerais bien être ta cliente.
ça, c'est ce qui irradie. C'est vraiment ce qui irradie d'une personne quand elle a fait un petit peu la paix avec ses propres blessures. Oui, on m'a jamais autant dit que j'étais rayonnante. Alors que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé, en fait. Je m'en rends pas compte, évidemment. Euh, j'ai pris conscience quand j'ai une amie à Londres, on est sorti boire un verre. C'était encore le moment où on pouvait sortir boire des verres impunément, tranquillement. Et puis je discutais et voilà, je devais rencontrer un date, un gars, et elle m'avait dit. Mais Mariam, est-ce que tu as conscience que quand tu rentres dans une pièce, il y a tout qui s'illumine? Et là, ça m'a... Et je me suis dit, bah non. Et cette personne n'avait pas fait son travail. Enfin, elle n'avait pas d'outils ou à proprement parler, hein. Et là, parce que je me posais la question de savoir justement si j'allais plaire à ce fameux garçon. Et c'est là qu'elle m'a dit ça. Et à ce moment, je n'étais encore pas accompagnante, je crois pas. J'avais dit, bah non. Non, je m'en rends pas compte. Et je crois qu'on m'a jamais autant dit ouais, que j'émanais de la douceur, que je rayonnais, etc. Et c'est fou par rapport à la personne que j'ai pu être et par rapport à ce qu'on a pu dire de moi avant. Et j'ai toujours eu l'impression d'être cette personne-là et pourtant l'extérieur ne le percevait pas parce que je dégageais autre chose, parce que je dégageais bien d'autres énergies et bien d'autres synergies aussi. Donc c'est ça qui est tellement beau en fait quand on tombe le manteau, quand on tombe la fourrure que le noyau de la femme qu'on est s'ouvre. Et c'est pour ça que je parlais au tout début du nouvel axe que j'aimerais travailler vraiment avec les femmes pour les aider à vraiment prendre vie et prendre encore leur féminité, leur sensualité, mais à elles, comme elles ont envie, sans ce dont tu parlais, les injonctions. Moi, je suis fatiguée, quoi. Je me retrouve même pas dans toutes les définitions du féminisme. Je me retrouve même plus dans rien parce qu'un coup, il faut être sexy et en même temps prude et en même temps, enfin, il y a tout un tas d'injonctions, comme tu dis, il y a tout et son contraire. Et c'est Avec souvent fatigant. beaucoup d'agressivité d'ailleurs. En plus, où on n'a pas vraiment le choix et où on nous fait comprendre que si on ne va pas dans cette direction, ben, on n'est pas vraiment féministe, on n'est pas vraiment une femme, on n'est pas... Oh, la On paix. est un peu des traîtres. Oui, 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 tout à Voilà. fait. Tout à Et fait. c'est pour ça que j'avais envie dans la douceur et dans la puissance, non dans la force et le pouvoir, mais dans la puissance. Et en anglais, on a power, qui signifie la puissance, mais qui signifie aussi le pouvoir. En France, on a vraiment le mot pouvoir et puissance. Et pouvoir, moi, l'associerais plus facilement aux hommes ou à par exemple, des postes à responsabilité. On dit bien un poste à pouvoir, un poste de pouvoir. Les politiques ont du pouvoir. Et si on parlait enfin de la puissance, et la puissance, pour moi, elle émane dans le rayonnement, dans la douceur, dans l'ouverture, dans la paix et l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Est-ce que je peux te poser une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, puisque moi je Ouais. suis dedans depuis de nombreuses années. Est-ce que est-ce qu'il y a un éclairage dans ton travail de pleine conscience ou pas? Parce que j'entends la pleine conscience dans tout ce que tu dis. C'est pour ça que je Oui, te pose la question. bah, ça va pour moi de facto avec, en fait. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais oui. Enfin, à chaque instant, à partir du moment où on commence, comme tu as dit, à faire le premier pas, la première marche, le travail de pleine conscience arrive, en fait. C'est là qu'on s'éveille, c'est là qu'on s'ouvre, c'est là qu'on monte en conscience, c'est là qu'on réalise des choses. Et donc après, l'objectif, c'est effectivement d'être en pleine conscience et de la rayonner, cette pleine conscience. De Oui, la je suis d'accord. prendre au corps, de, La vivre. ouais, de la vivre, de la réaliser, d'en prendre conscience. Enfin, et j'aime beaucoup l'idée d'éclosion. Voilà. Pour moi, une femme, elle éclot avec le temps. Et ça prend le temps dont on a besoin et c'est le parcours de chacune. Voilà.
Et pour moi, l'aspect sensuel, sexuel, ça va avec la féminité de la femme. Voilà, moi, je travaille avec l'œuf de Yoni. Voilà, je pratique vraiment et enfin, je me rends compte à quel point c'est extrêmement puissant, à quel point nous, les femmes, on a tendance à ignorer notre puissance intérieure, alors qu'on a la possibilité de création de D'infanter. la vie. Donc, c'est quand même waouh, quoi. Et comment ça se fait qu'on passe autant de temps à côté? Donc, voilà, c'est vraiment tout ça qui m'anime, qui me... Est-ce que je peux te demander, Alors, attends, parce que je vois que je suis complètement à contre-jour. Bon, je sais pas trop si c'est mieux si je fais comme ça. Non, c'est pire. On va faire non, comme ça. Bien. ah, voilà, on te voit mieux. C'est vrai qu'on te voit mieux maintenant. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans tout ce parcours, que ce soit depuis le cœur de ton parcours personnel jusqu'à tout ce cheminement vers cette orientation professionnelle, est-ce que tu as eu l'impression que le fait d'être une femme a vraiment eu des répercussions ou une signification ou une fondation, une base spécifique ou pas? C'est aujourd'hui que j'en prends conscience. Mhm. En fait, quand je le vivais, je me rendais pas compte que le fait d'être une femme avait un impact. Il a fallu que, un, je me fasse agresser et que, deux, je vive le harcèlement sexuel au travail. Donc, le sujet a plus qu'explosé dans la société aujourd'hui grâce au hashtag MeToo ou d'autres encore, enfin, le producteur Harvey Weinstein. Moi qui viens du milieu musical, puisque j'ai travaillé dans l'industrie musicale avant, Mhm. euh, j'en étais même pas consciente en fait. Je le vivais au quotidien sans même m'en rendre compte. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure prisonnière que celle qui défend sa prison. Je m'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, clairement, oui, je dirais oui. Parce que on ne demande pas à un homme d'aller dormir dans une chambre d'hôtel et de partager le lit du patron, Mhm. alors que cette demande a été faite pour moi. Donc oui, forcément, c'est parce que je suis une femme. Est-ce que j'ai eu plus de postes à responsabilité? Je sais pas. Est-ce qu'on m'en a empêché parce que j'étais une femme? Ça, je pourrais pas dire parce que je peux pas prédire de l'intention de quelqu'un. Par contre, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que être une femme me paraît plus facile quand même qu'il y a 10 ans en arrière. Mhm. Et ça, c'est chouette. Et j'espère que dans 20 ans, ce sera encore plus facile d'être une femme. J'en suis encore plus consciente parce que j'ai des nièces et que j'ai envie de leur ouvrir aussi le chemin pour que ce soit plus facile pour elles derrière. Mhm. Euh, mais être une femme, moi, je trouve ça super compliqué. Enfin, c'est pas toujours facile. Et puis, j'aime vraiment cette phrase on ne naît pas femme, on le devient. Tous les jours, je le constate, en fait. Il y a tellement d'étapes. Il y a tellement d'étapes, il y a tellement de moments, il y a tellement de... Enfin, c'est... Mais c'est merveilleux aussi, hein. Oui, oui, c'est encore un processus. En quoi tu trouves que les choses se sont facilitées dans ton parcours, soit personnel, soit professionnel? En quoi est-ce que c'est plus simple, par exemple, pour tes petites nièces, en quoi ce sera plus simple que peut-être toi quand tu étais Je plus jeune? l'espère. Oui. Je l'espère. Mhm. J'espère que ce sera plus facile pour elles d'exprimer leur sensibilité sans pour autant être cataloguées de femmes ou d'hystériques. J'espère pour elles que ce sera plus facile de pouvoir prendre des postes à responsabilité si elles en ont envie, qu'elles n'auront pas à se justifier si elles ont envie de gagner de l'argent, qu'elles n'auront pas à se justifier si elles n'ont pas d'enfants à 30 ans, qu'elles n'auront pas à justifier de leur corps ou de leur imperfection, qu'on ne sera pas tout le temps en train de les analyser. Alors ça vient du fait que j'étais aussi beaucoup un peu sous les projecteurs puisque j'ai été chanteuse. Enfin, je le suis Mhm. toujours, mais là en ce moment un peu moins du coup. Mhm. Et c'était constamment, on parlait ou de mes cheveux, ou de mon corps, ou de ma tenue. J'espère qu'elles pourront exister en tant qu'êtres à part entière, dans leurs compétences, dans leur talent, dans leur intelligence, qu'elles seront reconnues en tant que telles et non pas parce que ce sont des filles et non pas parce que ce seront des femmes plus tard, des femmes en devenir. C'est Mhm. ça que j'espère le plus profondément et je crois qu'on commence à y arriver. Mhm. C'est-à-dire que la femme puisse intégrer sa sensualité, sa sexualité, sa féminité, sans que ce soit un miroir qui puisse potentiellement se retourner contre elle
par une manipulation d'autrui à des vues de manipulation de cette sexualité, de cette sensualité et des représentations de la femme hystérique, de la femme qui est sous le coup de ses émotions, par exemple. Oui, qui ne sait pas se contrôler. Voilà. Enfin, voilà, qui va pleurer. Et alors? On est juste différents, c'est tout. Enfin, en fait, en quoi c'est grave de pleurer parce qu'on est sous le coup d'une émotion? Est-ce que enfin, ça nous rend plus faibles pour autant? Je crois pas. C'est juste parce que nous, on a la possibilité d'exprimer nos émotions. Finalement, c'est bien plus triste, je trouve, pour les messieurs qui sont plus coincés dans l'impossibilité pour eux d'exprimer leurs émotions et d'être coincés dans le carcan de soit un homme, soit fort, etc. Euh, pour autant, en fait, mon envie à moi, c'est de vivre dans un monde en harmonie. Euh, j'ai envie que les particularités de la femme soient bienvenues au même titre que les particularités de l'homme. Je Mhm. n'aime pas la guerre des sexes, je ne Mhm. suis absolument pas pour et je suis encore moins pour la violence et la domination en fait. La soumission ou la domination, domination de la femme sur l'homme ou domination de l'homme sur la femme. Ça, c'est hors de question pour moi dans mon monde, dans ma perception. Ce que j'ai envie, c'est de vivre ensemble en fait et que ça se passe bien et que voilà, une femme qui se met à pleurer, elle pleure parce qu'elle a une émotion, point, ça s'arrête là. C'est pas parce que c'est une femme et parce qu'elle n'est pas capable de se contrôler et parce qu'elle est hystérique et parce qu'elle a ses règles ou je sais pas trop quoi en fait. Toutes Ça ces serait croyances. chouette. Oui, donc en fait, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de vivre avec ses émotions et les représentations que cela peut avoir dans la société et ce qui est intégré par la personne elle-même. Alors, tu parlais des hommes et effectivement, c'est la même chose, hein. Il y a des injonctions qui sont forcément plus simples pour eux. Mais en tout cas, cette approche un petit peu je ne sais pas pourquoi, quand tu parles, ça me fait penser à un travail de sculpture ou une sculpture sur bois ou sculpture, enfin, quelque chose de doux qui permettrait d'enlever un petit peu la gant pour arriver à voir ce qui peut en sortir et ce qui peut être la forme de la personne à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle. Qu'est-ce qui se Pour passe à moi, l'intérieur? ça va même plus loin, c'est d'arriver à trouver notre trésor caché. Je parle tout le temps de trésor caché. Quelles sont nos pierres précieuses à l'intérieur? Et bah oui, ça demande d'enlever des couches. Donc les injonctions de la société, les croyances, enfin bref, tout ce qui nous entoure en permanence, qui nous impose d'être comme ci ou comme ça, c'est de lâcher. Au fur et à mesure, on lâche les sacs et on lâche tous ces poids pour accepter de se regarder tel qu'on est. Et en fait, je crois que c'est beau l'unicité, l'authenticité et je crois qu'en fait, on est tous des trésors et qu'il s'agit simplement de découvrir quel est notre trésor à nous. Et je crois que quand on commence à toucher du doigt, on est content, quoi. On est super content. Et c'est pour ça que je fais ce travail d'émotion. C'est parce que j'aimerais infiniment que les émotions soient bien mieux acceptées, bien mieux valorisées et surtout bien mieux utilisées au lieu de les utiliser à des fins des fois commerciales ou par exemple de prendre le pouvoir, donc on joue sur l'émotionnel, j'aimerais bien que les personnes maîtrisent et la conscience en fait de l'émotion, déjà pour être un peu moins vulnérable justement à ces pratiques de manipulation et, et du coup, enfin, elles driveraient leur vie mais tellement d'une façon à mon avis tellement plus fluide, tellement plus facile. En fait, il n'y aurait plus rien qui serait grave et plus rien ne serait un drame, quoi. En fait, c'est juste une émotion, hein. Quand on est enfant, l'émotion, on la switch. Enfin, comment ça se fait qu'un enfant, on accepte qu'il pleure et l'instant d'après, il rit? Donc, en fait, il vit toutes ses émotions à 100% à fond. On se dit pas qu'il est complètement taré. On se dit, bah non, c'est un petit, c'est normal. Comment ça se fait qu'une fois adulte, on n'a plus le droit de le faire? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on a commencé à être bridé et à pu avoir le droit de vivre nos émotions telles qu'elles sont? Moi, ça m'arrive hein, de pleurer, puis l'instant d'après de rigoler. J'assume complètement. Je suis vraiment gens qui rient, gens qui pleurent. Je suis hypersensible. Bah, c'est OK, c'est comme ça. Et puis ceux qui aiment pas, bah, ils tracent leur route et puis très bien. Enfin, moi, voilà. Et les personnes qui me connaissent maintenant savent que je suis comme ça et mes amis, au pire, ils me taquinent, ils se moquent de moi et on rigole, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose ou pas
dans le profil des personnes, des femmes avec lesquelles tu travailles que tu trouves redondant ou qui revient plus fréquemment par rapport à ce travail avec les émotions? Ou pas? C'est peut-être pas, Euh, hein. Ce que je vois, encore une fois, c'est l'impossibilité d'être soi. Elle n'ose pas être elle-même, elle n'ose pas avouer. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Enfin, si, je comprends par rapport à la société, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la société nous a imposé ça. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette position, en fait, de ne pas oser assumer. Je sais pas, voilà, j'ai la blessure d'abandon, j'ai la blessure d'abandon. C'est pas grave, en fait, il n'y a pas de jugement à porter. Cette espèce de dévalorisation permanente, quoi, c'est un truc qui, moi, me. Et c'est pour ça, je me dis, non, mais j'ai des nièces, je veux bosser pour que mes nièces, elles aient le droit, quoi, elles aient le droit d'être elles. Et ouais, s'il y a un truc qui revient quand même très souvent, je trouve, chez les femmes, c'est cette facilité, cette potentialité à se dénigrer, à se dévaloriser. Et être incapable de mesurer leur valeur, en fait, de se rendre compte de ce qu'elles valent vraiment. Et d'avoir le droit de faire la paix et de s'accepter telles qu'elles sont, en fait. De se mettre au premier plan? Aussi, ouais, tant qu'à faire. Ça va un petit peu avec, hein. Ouais. Bah oui, 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 parce qu'il y a le. De toute façon, je crois qu'on n'a pas réussi à résoudre dans nos têtes, hommes, femmes confondus, le statut de la femme. Qu'est-ce que c'est la femme? Donc là, c'est pareil, ça va aussi chez moi sur l'aspect sexuel. Est-ce que la femme est une putain? Est-ce que la femme est une épouse? Est-ce que la femme est une mère? Est-ce que c'est quoi la La femme femme? est une maîtresse. Est-ce que la femme est une maîtresse? Enfin, et que ce soit dans la tête de l'homme ou dans la tête de la femme, c'est encore assez compliqué. Et je crois qu'on commence tout doucement à y répondre. En fait, il n'y a pas de réponse. On est un tout à la fois. Et c'est ça, l'idée, c'est de réussir à accepter ça, de réussir à- à naviguer à travers tout ça et d'en former un tout qui va nous convenir à nous. Encore une fois, ce qui va me convenir à moi ne conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre et c'est complètement OK. Et c'est ça Mhm. qui fait la beauté du monde en plus. Mhm. Superbe, superbe. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que l'on peut te trouver pour les gens qui Oui. auraient envie de te contacter? Je le remettrai pour celles qui nous écoutent, je le remettrai de nouveau par écrit sous la vidéo, mais peut-être nous dire. Oui, bah oui, avec plaisir. Alors, j'ai un site internet, c'est www.mariamcoaching.com, donc Mariam, M-A-R-Y-A-M comme Marie, coaching.com. J'ai un Insta. Alors, j'ai deux Instagram en fait. J'ai un Instagram je travaille avec les entrepreneurs, donc je fais tout le travail de libération émotionnelle pour pouvoir vivre de son activité pour les entrepreneurs. Ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est passionnant. Donc, l'Insta, c'est Mariam Coaching. Et puis, j'ai le nouvel Instagram, du coup, dont je parlais, qui s'appelle Tu es une reine. Voilà. Avec ce nouveau projet Oui. de travail autour de la femme et Oui, où j'aborde toutes les spécificités de la femme. Donc, est-ce qu'on va m'aimer avec mes défauts? Je suis nulle en sport, mais est-ce que je vais quand même y arriver? Pourquoi on me rejette? Enfin, voilà, toutes les blessures qui peuvent être dans l'amour. Pour moi, c'est très important. Voilà, la femme dans l'amour, quoi. mhm, Qu'elle se découvre dans l'amour. Ça, c'est très important. mhm. Voilà. Donc, Un sur beau l'Insta, ça programme, hein. s'appelle ouais, Tu es une reine. Ah ouais, j'adore. C'est trop passionnant. On sent vraiment chez toi la passion de ce que tu as, de là où tu es en ce moment dans ta vie. Ah, j'adore, hein. Franchement. Et même en tant que chanteuse, ça me nourrit tellement. C'est trop bien. En fait, j'ai tellement envie que tout le monde en soit là. J'ai vraiment envie. Je voudrais bien. Super. Eh ben, pour toutes celles qui ont envie de se nourrir de la passion de Mariam, ben voilà, je rajouterai en dessous de la vidéo donc les coordonnées par écrit, comme ça vous saurez où vous pourrez la joindre. Donc c'est vraiment un travail autour de la féminité, l'acceptation de sa féminité, la radiance de la féminité, avec tout ce qui est émotion, sensualité, sexualité, et acceptance, respect, amour et Douceur et passion bienveillance. Oui, de sœur bienveillante. c'est ça. Un grand merci à toi, Marianne. Merci Merci, énormément d'avoir Pierre. partagé. C'est moi qui te remercie de l'invitation et je te remercie de cette belle initiative de connecter les femmes les unes entre elles. C'est trop bien. Merci. Avec grand plaisir. Passe une belle journée. Au revoir. Très belle journée. Au Au revoir. revoir, Marianne.